Professeur Guiro Santaga, Lignon, je vous ai la parole. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, je voudrais aussi brièvement que possible apporter ici un certain nombre d'explications, observations, réfutations d'allégations prononcées devant cette Cour hier par certains conseils de la Guinée équatoriale. Je le ferai avec tout le respect dû à cette noble juridiction et toute la fraternité qui nous unit à la Guinée équatoriale, fraternité qui semble échapper à certains de ses conseils, ce que du reste je peux comprendre. À propos du silence relatif du Gabon sur la Convention de Bata, Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, permettez-moi d'abord de répondre à la question évidemment légitime qui a été posée au Gabon par le juge Tomka, et que je cite. Dans son contre-mémoire, le Gabon observe que la Guinée équatoriale a contesté la souveraineté du Gabon sur les îles de Mbagné, Cocotier et Konga dès novembre 1985, soit plus de 11 ans après la signature de la Convention de Bata. De 1985 à 2003, le Gabon semble n'avoir jamais fait valoir ses droits au titre de la Convention de Bata en réponse aux revendications de la Guinée équatoriale sur les îles de Mbagné, Cocotier et Konga. Question: le Gabon peut-il expliquer pourquoi il n'a pas invoqué le prétendu traité devant la Guinée équatoriale ou ses négociateurs de 1985 à 2003? Et s'il l'a invoqué au cours de cette période, où se trouve la preuve? Fin de citation. Monsieur le Président, honorables juges, en réponse à cette question, je peux dire qu'il y a deux raisons essentielles à ce silence. La première tient à la politique, intérieure comme extérieure. La seconde tient à cette réalité particulière qu'on appelle l'Afrique et qui reste souvent insaisissable à tous ceux qui ne la connaissent pas de l'intérieur, qui ne la vivent pas. La politique d'abord, parce qu'en Afrique comme ailleurs, elle a sa propre rationalité, qui conduit à adopter des comportements qui peuvent paraître absurdes aux observateurs extérieurs. Je pense pouvoir dire ici que pour des raisons de politique intérieure propres à la Guinée équatoriale, raisons qui ont du reste été effleurées lors du premier tour des plaidoiries du Gabon, il n'était pas, et il n'est toujours pas, de bonne politique d'évoquer la Convention de Bata en Guinée équatoriale. Qu'il me soit permis de ne pas entrer dans certains détails, car, comme nous le conseille la sagesse bantoue qu'en partagent le Gabon et la Guinée équatoriale, un proverbe bantou nous enseigne: mangeons l'animal, mais ne cherchons pas trop à savoir ce qu'il y a dans l'estomac de l'animal. Fin de citation. Autrement dit, évitons, autant que faire se peut, les motifs de disharmonie inutiles. L'Afrique ensuite, oui, l'Afrique parce qu'elle a ses réalités, ses traditions, ses usages qui n'ont disparu ni avec la colonisation, ni avec l'économie monde, et encore moins avec Internet. J'évoque l'Afrique ici parce que le Gabon a été longtemps dirigé par un chef d'État qui était d'abord un chef africain, plus imprégné de la plasticité du droit traditionnel africain et de la palabre permanente que de la rigidité du droit moderne et de ses procédures strictes. En effet, la logique qui structure le droit et la politique traditionnelle en Afrique s'énonce essentiellement autour de deux paradigmes: l'harmonie, le partage et, pour tout dire, la paix. C'est en effet le souci permanent de l'harmonie, du partage et de la paix qui a conduit le président Omar Bongo, reconnu par tous comme homme de paix et faiseur de paix en Afrique, à recommander à ses négociateurs de ne pas rappeler en permanence l'existence de la Convention de Bata afin de ne pas frustrer l'autre partie. Du reste,
on ne peut lire autrement le fameux nota bene de la Convention de Bata. Cette clause de revoyure, certes peu courante, n'est rien d'autre que la prise en compte des attentes du partenaire dans le cadre d'une négociation bilatérale. Mieux, pendant toute la première négociation onusienne, l'instruction du chef de l'État gabonais comme du médiateur se réduisait à ceci: mettez de côté le droit et essayez de trouver une solution gagnant-gagnant. Nombre de ceux qui ont pris part à cette médiation sont présents dans ce grand hall de justice et le savent. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, le président Omar Bongo s'est tenu à cette logique africaine jusqu'au moment où il s'est rendu compte, permettez-moi la métaphore, qu'il dansait seul sur la place du village. Dès lors, il n'avait plus d'autre choix que de se faire violence en rappelant l'existence de la Convention de Bata. Et c'est le retour à cette forme de modernité qui a fini par nous conduire devant cette Cour. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, le professeur d'anthropologie juridique et politique que je suis par ailleurs conçoit parfaitement que ce propos puisse plonger dans des abîmes de perplexité ceux qui n'y sont pas familiers. Après avoir, je pense, répondu à la question du juge Tomka, il me semble important de rappeler que, quelle que soit la réponse à ce qui peut apparaître comme un grand mystère, le fait de ne pas évoquer un traité ou même de l'oublier pendant une période plus ou moins longue n'emporte pas pour autant ni existence ni extinction du traité en cause au sens des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Permettez-moi aussi de rappeler que le Gabon est resté constant, y compris durant cette période, dans l'affirmation de sa souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotier et Konga. La Guinée équatoriale aussi, bien que pendant une trop brève période, une dizaine d'années. Mais comme Madame l'agent de la République gabonaise l'a dit mercredi, la conclusion de la Convention a permis aux deux États de reprendre leurs relations sur une base apaisée, voire de coopération active, quoi qu'il en ait été dit hier. Et c'est particulièrement le cas après le renversement du président Mathias Nguema et l'avènement du président Teodoro Obiang Nguema. Moins de 3 mois après cette prise de pouvoir, le président Obiang Nguema et le président Bongo ont signé un accord de coopération pétrolière. Cet accord, un traité, et la Guinée équatoriale en convient, cet accord est fondé sur les acquis de Bata. Il n'y a plus de contentieux insulaire. Et la limite nord de la zone de coopération est précisément la frontière maritime de la Convention de Bata. Cette limite n'a pas d'autre fondement que la frontière de Bata. La Guinée équatoriale n'a pas nié la valeur juridique de cet accord de coopération pétrolière, mais elle s'est employée évidemment à le démonter. C'est aussi à partir de là que la Guinée équatoriale a commencé à remettre en cause l'acquis de Bata. D'abord d'une manière feutrée en 1984, ensuite d'une manière expresse en 1985. À partir de là, les négociateurs des deux États, qui se rencontraient sur une base quasi annuelle, ont singulièrement espacé leurs rencontres. 2 autres rencontres en 2 décennies, 1993-2001. Le tout pour constater l'impasse dans les discussions sur la frontière maritime parce que la Guinée équatoriale voulait revenir sur la souveraineté sur les îles. Tout cela rappelé, il me paraît tout aussi important de poser une autre question avec votre autorisation. Une question, me semble-t-il, indissociable de celle à laquelle je viens de répondre. De 1974 à 1985, soit durant plus de 10 ans, la Guinée équatoriale a-t-elle dénoncé ou émis la moindre protestation au sujet d'une convention qui a été signée sur son sol et par celui qui avait la charge de la conduite de la politique étrangère? Est-ce parce que ses dirigeants en ignoraient l'existence? Cette hypothèse, vous le savez, est peu crédible. Elle est peu crédible quand on sait que le président actuel de la Guinée équatoriale
apparaît bien sur toutes les images et vidéos de la signature de la Convention de Bata et vous pouvez le vérifier. Oui, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, je le dis ici sans ironie ni malveillance. Il y a un grand absent dans cette salle aujourd'hui. En 1974, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, j'avais 11 ans. Et sauf par mes recherches, je ne peux témoigner de ce qui s'est passé le 12 septembre 1974 à Bata, en Guinée équatoriale. Par contre, il y a quelqu'un qui a assisté à tout ce qui a eu lieu ce jour-là, en sa qualité d'officier d'ordonnance du président Francisco Macias Nguema. Ce témoin précieux pour nous tous, seul grand survivant de cette époque, c'est le lieutenant-colonel Teodoro Obiang-Nguema, actuel président de la République de Guinée équatoriale. Il eût été heureux pour la Cour que les agents de la Guinée équatoriale et ses conseils recueillent son précieux témoignage sur cette désormais célèbre journée du 12 septembre 1974. Ils ne l'ont pas fait et on peut aisément comprendre pourquoi. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je me sens à nouveau dans l'obligation de répéter ce que j'ai dit à cette place mercredi. Nos frères de Guinée équatoriale savent que nous savons qu'ils savent la vérité sur cette affaire. À propos de la problématique de tenue des archives en Afrique et des négociations de la Convention de Bata, Monsieur le Président, le professeur Sands s'est donné beaucoup de peine pour réfuter nos dires sur la problématique générale de la tenue des archives en Afrique. Il a pour cela été visiter le site du journal officiel de la République gabonaise. Fort bien. Il n'aurait pas dû, car le journal officiel du Gabon est, hélas, la triste illustration de nos propos. En effet, le professeur semble ignorer que le journal officiel de la République gabonaise a cessé de paraître pendant plus de 10 ans. Le professeur semble tout autant ne s'être pas aperçu que le site qu'il a consulté est relativement récent et en construction, et que par conséquent on ne peut pas tout y trouver. Le professeur Sands s'émet aussi de ce que j'ai dit que la signature de la Convention de Bata ne tombait pas du ciel et qu'elle était l'aboutissement d'un processus de plusieurs années de négociations dans le cadre de la médiation et de rencontres bilatérales. Il nous a ensuite vanté ses qualités de négociateur ayant contribué à maintes négociations et au succès de l'accord actuel sur les Chagos. Toute négociation, dit-il, parsemée de nombreux drafts et de tonnes de papier. Fort bien, mais je ne suis pas sûr néanmoins que le professeur Sands ait fait partie d'une équipe de négociation interétatique dans les années 1970 en Afrique. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, nos contradicteurs sont revenus hier sur le fait que lors des discussions à partir de 1985, le Gabon n'ait pas formellement mentionné la Convention de 1974. J'y ai déjà répondu plus tôt. C'est aussi là, me semble-t-il, une manifestation de la pratique africaine des relations internationales. J'en veux pour preuve cet élément que n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir nos contradicteurs. C'est l'annexe 169 du compte-mémoire du Gabon. Il s'agit du procès-verbal de la deuxième réunion de la commission ad hoc portant révision de l'accord de coopération pétrolière entre la République de Guinée équatoriale et la République gabonaise, daté du 13 septembre 1984. On y lit ce qui suit, je cite. La partie gabonaise a en outre précisé que les problèmes de délimitation de frontières ne sont pas de la compétence de cette commission et relèvent des seuls chefs d'État. La partie équato-guinéenne est d'accord avec la façon de voir de la partie gabonaise, à savoir la commission ad hoc n'est pas l'instance appropriée pour traiter des problèmes de frontières. Vous avez bien lu, vous avez bien entendu, ces questions ne relèvent pas de la compétence d'une commission, mais des deux seuls chefs d'État. De même, nos contradicteurs auraient pu nous expliquer le sens d'une indication qui apparaît à la page 5 du procès-verbal de la commission ad hoc des frontières, session des 29 et 31 janvier 2001,
et qu'on retrouve en annexe 210 et 212 du mémoire de la Guinée équatoriale. On y lit ce qui suit, je cite, petit 2, délimitation de la frontière maritime en faisant abstraction. Délimitation de la frontière maritime en faisant abstraction des îles Mbagné, Konga et Cocotier afin de visualiser le panorama général et tracer une ligne médiane entre les deux territoires. Ensuite, examiner la situation des îles après ce tracé. Fin de citation. Bien entendu, nos contradicteurs n'ont pas relevé cet élément. À propos, enfin, de la paix, Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, je voudrais à présent répondre à ce que je ne peux malheureusement qualifier autrement que d'énormité proférée par M. Derek Smith, qui a tenté fort maladroitement, je l'avoue, de nous rejouer hier le fameux storytelling de la Guinée équatoriale, victime d'une agression militaire du Gabon qui menacerait la paix du monde. Le Gabon, mesdames et messieurs de la Cour, est connu et est reconnu comme un pays de paix. La paix a toujours régné à l'intérieur de ses frontières et le Gabon, depuis son indépendance, s'est toujours investi et largement investi dans la recherche et le rétablissement de la paix dans plusieurs pays africains. Cela est attesté. Oui, le Gabon, qui a présidé l'Assemblée générale des Nations unies, le Gabon, qui a plus d'une fois présidé le Conseil de sécurité des Nations unies, y compris l'an dernier, en 2023, est attaché au principe de la Charte des Nations unies et ne correspond nullement au portrait qu'en dresse M. Smith. Quant à la paix et la stabilité internationale, elles sont d'abord victimes de ceux qui se délient facilement de leurs engagements internationaux. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, ceci conclut ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous prie, Monsieur le Président, d'accorder la parole à Maître Djuratovic.